Bienvenue à tous, à toutes et à tous pour cette table ronde organisée par la Fédération Sinov sur le BIM. On va entrer dans le détail dans quelques instants. Alors, je vais évidemment accueillir en images nos intervenants du jour. Nous vous proposons aujourd'hui un sujet spécifique lié au BIM, Building Information Management ou Modeling, je ne sais plus, sur la compétence et la maturité des acteurs. Pourquoi? On s'est rendu compte, et c'est ce qui ressort souvent quand on interroge les professionnels de la filière construction sur leurs difficultés, leurs principales problématiques ou ce qui peut les freiner pour accéder et pour développer le BIM dans leur activité. Encore une fois, qu'on soit maître d'ouvrage, maître d'œuvre, AMO, bureau d'études, entreprise de construction, entreprise d'exécution, un sujet central qui revient souvent comme un enjeu, mais aussi souvent comme un frein, c'est la formation. Le BIM, c'est quelque chose qui nécessite de monter en compétences sur plusieurs niveaux. On le verra tous ensemble. Et donc, pour nous aider à répondre à ces questions sur pourquoi et comment faire monter en compétences et sur quelles compétences les acteurs de la filière sur le BIM, nous avons la chance donc d'être avec Frédéric Larive, qui est directeur de l'Iptic Formation. Bonjour Frédéric. Bonjour. Nous avons Antoine Château, qui est le délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'OPCO Atlas. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Gilles Beretta, maître d'ouvrage, qui est responsable de l'unité gestion du patrimoine bâti et foncier à la direction de l'éducation et des lycées au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, encore une fois. Et nous avons Julien Mercier, qui est vice-président de la Fédération Sinov en charge de la prospective et l'innovation, mais qui est aussi, bien sûr, intervient en AMO BIM et qui dirige le bureau d'études Impact. Alors, avant de commencer cette table ronde, Julien, justement, en tant que groupe, en tant que pilote également du groupe de travail national de Sinov sur le BIM, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, est-ce que Julien, tu peux nous dire en quelques mots pourquoi ce Rex-BIM Tour, quels sont les objectifs et les enjeux pour la filière? Donc, merci Arnaud de me donner la parole. En fait, le Rex-BIM Tour est né d'un constat que l'on avait fait à la Fédération Sinov en 2018. C'est qu'effectivement, on parlait beaucoup du BIM. Pour mémoire, la Fédération Sinov regroupe en fait les entreprises TPE-PME dans le domaine de l'ingénierie, du conseil et du numérique. Et globalement, la problématique, c'était que le discours qu'on avait au niveau du BIM et même de la transition numérique au sens large n'était pas complètement en accord avec la réalité du terrain. C'est-à-dire que nos adhérents disaient tout a l'air formidable, mais nous, concrètement, ça ne se passe pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. Du coup, on a décidé de faire ce Rex-BIM pour aller directement sur le terrain et rencontrer les acteurs de la construction, donc la maîtrise d'œuvre, donc les architectes, les bureaux d'études, économistes, enfin tous les métiers concernés, et les entreprises, puis également bien sûr les maîtres d'ouvrage, pour voir concrètement sur des projets qu'ils avaient mis en œuvre, quelles étaient en fait les difficultés, les opportunités rencontrées pour parler en fait vrai et être confronté à la réalité opérationnelle. Ce qu'il en est ressorti, puisqu'on a fait quand même près de 10 Rex en comptant on va dire les physiques et les virtuels, c'est qu'effectivement la problématique de la formation est énormément ressortie. Mais au-delà de la formation en tant que telle, c'était le niveau de maturité des acteurs et particulièrement les écarts de maturité. C'est-à-dire que sur un projet, si tous les acteurs ont un niveau de maturité moyen, je dirais que globalement, ça peut se passer correctement. Peut-être que les objectifs attendus ne seront pas tous atteints, mais globalement, ça fonctionne pas trop mal. Ce qui peut être beaucoup plus problématique, c'est quand on a un écart important de maturité. Ce qui peut arriver, par exemple, c'est que le bureau d'études ou la maîtrise d'œuvre intègre correctement le processus en tant que tel, et au niveau de l'exécution, on a des difficultés au niveau des entreprises. Ce qui fait qu'in fine, la réalité, c'est que la maquette DOE ou la maquette exploitation-maintenance ne peut être produite telle qu'on l'imaginait initialement parce qu'effectivement, toutes les entreprises, je pense notamment aux secondes œuvres, finition, n'étaient pas en capacité effectivement de participer en fait à l'enrichissement du modèle d'information.
Donc, effectivement, ce sujet de la formation, et on va en discuter, j'espère, plus en profondeur, c'est qu'il faut aussi avoir des formations adaptées, parce qu'aujourd'hui, il existe pléthore, effectivement, d'offres, et il faudrait constater que les offres de formation ne sont pas forcément en adéquation, on va dire, avec les attentes du terrain. Voilà. Et tous les besoins, parce qu'on ne les considère pas forcément dans leur entièreté. On le verra tout à l'heure. Merci pour cette introduction et cet accueil, Julien. Alors, je précise, tu seras aussi sur la table ronde avec nous, là plutôt en tant que bureau d'études et AMO, hein, spécialiste du BIM, hein, au nom d'Impact, évidemment, en tant qu'expert aussi du sujet. Alors, avant de lancer les échanges avec nos 4 invités, nos 4 témoins, je vais donc vous lancer une première question sur Klaxoon. Je vois que nous sommes à peine encore 14 connectés, alors qu'on est plus nombreux logiquement sur Zoom actuellement. Donc, je vais juste replacer à l'écran les consignes de connexion pendant vraiment là 10 secondes maximum. Voilà, donc connectez-vous sur Klaxoon en cliquant sur le lien, encore une fois, qui se trouve dans le fil de discussion sur Zoom. Hein, dans l'onglet Converser, vous pouvez cliquer directement, ou sur mobile en tapant klaxoon.com et en tapant ce fameux code. Pour les personnes qui sont déjà connectées, logiquement, à votre écran est arrivée une première question que je vais partager également avec vous à l'écran. Voilà, logiquement, vous allez voir mon écran Klaxoon qui apparaît. Voilà. Donc, on vous demande, dans un premier temps, c'est important pour nous de savoir qui nous a rejoint, qui est avec nous aujourd'hui. Hein, dans la filière construction, on a pléthore d'acteurs, tu le disais, Julien, et en fait, vos attentes, vos besoins et votre perception du BIM vont être différentes, vont être spécifiques aussi en fonction de vos métiers. Donc, on vous demande à quelle catégorie vous appartenez, entre plusieurs choix. Donc, architecte, bureau d'études, maître d'ouvrage, entreprise, service, conseil, formation AMO. Les écoles, les étudiants, hein, qui, Julien, sont aussi fortement concernés et impliqués dans le RexBIM Tour, hein, sont invités en tout cas à chaque étape physique dans chaque ville. Les éditeurs, évidemment, qui jouent un rôle important dans ce dispositif, et éventuellement autres statuts. Voilà, donc, et particulièrement aussi Atlas, l'OPCO Atlas, qui nous soutient dans notre démarche. Évidemment. Donc, qui se retrouvera dans la partie service, conseil, formation, notamment. Voilà, donc il y a encore 4 personnes, 4 réponses en attente. Je vais encore attendre 10 secondes. L'idée n'étant pas d'avoir voilà, une jauge scientifique, mais plutôt barométrique, hein, du groupe qui est avec nous. Je laisse encore 5 secondes et on est à 17 maintenant. Donc 5 secondes. Je ne vais plus attendre parce qu'on a une deuxième question dans la foulée. Donc globalement, qui est avec nous aujourd'hui? Vous le voyez, on est une majorité avec une majorité de bureaux d'études à 42%, 17% de personnes qui travaillent dans des structures de services, conseils, formation, AMO, etc. On a des architectes, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, et on a aussi voilà, un panel assez complet finalement, des écoles, les étudiants qui ont pu aussi nous rejoindre, et autres, donc qu'on ne peut pas préciser. Voilà, donc première question, merci de votre participation. Maintenant, question suivante. Est-ce que tout simplement, important pour nous de savoir quel est votre niveau d'utilisation ou pas du BIM aujourd'hui dans votre activité, donc to BIM or not to BIM, that is the question. Est-ce que vous utilisez le BIM aujourd'hui dans votre activité? Donc, oui ou non, tout simplement. Ça peut être oui un tout petit peu, du coup, c'est quand même oui. Ou non, pas du tout. Hein. Le non, c'est vraiment définitivement non. Même si je m'y suis intéressé, je ne l'utilise pas encore dans mon activité cœur de métier aujourd'hui. Voilà, donc on voit que l'appropriation de Klaxoon s'est accélérée, ça répond plus vite. Il reste encore 5 réponses. Encore 4 réponses. Voilà. Bon, globalement, on est là pour avoir une jauge à peu près moyenne. Donc, nous sommes à quand même, ah oui, 85% d'utilisateurs. On a habituellement, voilà, c'est assez particulier aujourd'hui, plutôt un tiers des participants en général qui nous disent non, je n'utilise pas le BIM du tout. Là, on n'est qu'à 15% de non-utilisateurs du BIM. Donc, on a plutôt un groupe un peu plus, entre guillemets, mature sur le sujet, en tout cas, qui est là plus en connaissance de cause que d'habitude.
Voilà. Donc, on va commencer maintenant les échanges avec nos invités. Dans un premier temps, je vais m'adresser à Gilles Beretta. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc, évidemment, le BIM, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le cadre, un peu comme tout, vous me direz, d'une stratégie, d'un enjeu, et qui d'autre qu'un maître d'ouvrage que vous représentez aujourd'hui, hein, la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour nous expliquer dans un premier temps le sens finalement. Pourquoi le BIM et comme vous donnez l'impulsion, vous, en tant que donneur d'ordre, maître d'ouvrage sur un territoire, expliquez-nous dans un premier temps, on fera le lien avec la formation ensuite, pourquoi, quels sont les objectifs en tant que maître d'ouvrage vous Arnaud? Arnaud, il a disparu. Ouais. Bon, je crois qu'il voulait te poser la question de savoir quels étaient tes Ah, ça y est, objectifs. il Oui, revient. excusez-moi, moi, vous Ouais. m'avez perdu un instant. Oui, donc Gilles, quels sont les objectifs que souhaite atteindre, quelles sont les attentes d'un maître d'ouvrage vis-à-vis du BIM et vis-à-vis des acteurs qui vont travailler avec lui sur le BIM? Alors, il y a deux gros objectifs. Il y a un premier objectif qui est à court et moyen terme, qui est la connaissance de notre patrimoine. Aujourd'hui, elle est dispersée, on en a un peu de partout. Et un des moyens de fédérer et de mettre en place une méthode qui soit commune à tout notre territoire, c'est bien le BIM qui va nous aider à faire ça, pour connaître notre patrimoine. Et puis le deuxième aussi gros objectif qui vient au fil de l'eau et qui est présent qui sera présent tout le temps, c'est la gestion, exploitation, maintenance de notre patrimoine. Une fois qu'on l'aura bien numérisé, qu'on le connaîtra, l'idée c'est vraiment de l'exploiter et de l'exploiter tout au long du cycle de vie de chacun des bâtiments. Donc, on a un gros besoin de structuration commune de la base de données patrimoniale pour pouvoir l'ouvrir aux outils qui nous permettront de faire de la gestion, exploitation, maintenance. D'accord. Donc, euh, sachant cela, aujourd'hui, vous, quelle est votre perception un petit peu de l'image que peuvent avoir et de la relation quelque part qu'ont les différents acteurs, alors maître d'ouvrage, hein, vous en tant que tel, évidemment, vos équipes peut-être, mais aussi les différents intervenants que vous êtes amenés à mobiliser autour d'un projet vis-à-vis du BIM, hein, évidemment. Alors, moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus, la maturité augmente au sein des équipes de maîtrise d'œuvre. J'ai en tête exemple d'architectes et de maîtrise d'œuvre que j'ai sur deux projets. Et j'ai bien vu la maturité des personnes autres que le BIM manager ou la MOBIM qui accompagne sur les projets monter en puissance. Très certainement parce que le premier projet a servi à bien expliquer les attentes de la région par rapport au BIM, donc process et puis objectif, nous à la fin de faire de la GEM. Les questionnements qui étaient au départ étaient euh, comment dire, assez naïf, entre guillemets. Hein. Et puis, le projet d'après, les semaines et les mois passant, on voit que la problématique est mieux connue. Quand on parle d'IFC, de base de données, d'échanges, de process, enfin voilà, ça devient plus naturel au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que le BIM aujourd'hui, on en parle souvent en tant que maquette numérique, est-ce que c'est une vision partagée et suffisante du BIM quand on parle de voilà, maturité sur le BIM? Alors oui, effectivement, ça, c'est un gros a priori que moi je constate régulièrement, c'est-à-dire même au sein de la région. Hein. C'est le réflexe, c'est ah, ça va encore être de l'informatique, j'en ai marre, on a des outils de partout. Ben non, c'est l'informatique, c'est qu'une petite partie de toute la méthodologie. C'est un des outils qui permet d'avancer dans la collaboration.
Et donc, quand des personnes, des chargés de patrimoine chez nous arrivent dans leur premier projet où on met du BIM, on a tout un tas de phases. On passe par des réunions d'explication, mise à plat, qu'est-ce que c'est, la méthode, pourquoi, la charte, les conventions, comment ça va se passer, etc. Et là, on voit les réactions. Là, ben oui, c'est vrai, c'est pas que de l'informatique, quoi. Alors, si c'est pas que de l'informatique, c'est quoi? Qu'est-ce que Là, c'est plus que de l'informatique? c'est la capitalisation de la connaissance des collègues, justement. Il faut arriver à leur faire passer la connaissance qu'ils ont de leur métier de manière un peu différente, soit dans la maquette, soit dans les process de récupération de la donnée et des compétences. D'accord. Alors, vous disiez aujourd'hui que vous constatez une maturité et ensuite on- on va faire réagir nos autres intervenants. Vous constatez une montée en maturité des acteurs, mais sur les différentes étapes du Rex BIM Tour ou quand on parle aussi avec des entreprises, notamment les entreprises de plus petite taille ou les artisans, etc., on n'a pas forcément ce discours-là. Est-ce que vous constatez, quand vous réunissez les gens aujourd'hui, vraiment un niveau de maturité homogène ou c'est quand même, ça reste contrasté? Non, c'est très hétérogène. D'accord. Comme le disait Julien en introduction, aujourd'hui, ça reste très, très hétérogène. Il y a un projet qui a été lancé il y a très peu de temps, la semaine dernière, à la région. On était 6 sur la réunion pour le lancement du projet, donc l'explication de ce qui allait se passer, comment on allait le faire. On était 6, il y avait 2 personnes qui savaient de quoi il parlait, quoi. Là, il y avait de la découverte, il y avait de l'envie, mais voilà, pas de connaissances vraiment sur les outils, comment ça va se passer, pourquoi les IFC, l'interopérabilité, la plateforme et pourquoi une plateforme d'échange. Voilà. D'accord. Donc, oui, donc, vraiment la question, il est légitime qu'on en parle aujourd'hui de ce fait-là, Oui. hein. D'accord. Mais merci. On viendra vers vous, Gilles, pour parler plus spécifiquement de formation. Là, on va justement enclencher sur le sujet du jour, faire le lien entre ces objectifs que vous venez de présenter pour un maître d'ouvrage, ce constat un petit peu, alors qui est un peu personnel, qui n'est pas généralisé, j'entends bien, hein, mais sur le niveau de maturité du secteur en général. Je vais m'adresser à un acteur de la formation, Antoine Château. Antoine? Oui. Oui, alors donc vous connaissez bien le sujet du BIM parce que expliquez-nous en quoi l'Opco Atlas, justement, quel est son rôle peut-être dans un premier temps, pour rappeler aux personnes qui ne connaîtraient pas, et justement votre point de vue sur l'état des lieux, des besoins et du niveau de formation aujourd'hui de la profession sur le BIM. Alors, déjà, en 2 mots, l'Opco Atlas, c'est l'opérateur de compétences de la branche, bureau d'études. Donc, on a comme rôle d'accompagner les TPE, PME, notamment pour le financement et l'identification des formations pour le développement des entreprises. On est aussi l'interlocuteur unique concernant tout ce qui est alternance, donc apprentissage, contrat de professionnalisation. Et puis, on est en appui aux branches aussi concernant des questions de certification, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, on vient en soutien pour répondre à la stratégie et l'orientation de la branche. Alors, au niveau de la maturité, moi, déjà, si on revient un peu dans le passé, on a eu des premières demandes sur le BIM déjà 2012-2013, où les entreprises commençaient à nous transmettre des demandes de financement pour de la formation sur le BIM. Et notamment, alors dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle dispositif plan TPE-PME, ça permet d'aller mobiliser des financements exceptionnels pour des petites entreprises, moins de 24 salariés. D'ailleurs, ce dispositif est toujours d'actualité, hein, donc pour les entreprises, c'est un bon moyen d'aller financer des projets un peu ambitieux. Et ces dossiers-là sont présentés à une commission à Paris. Voilà. Donc, on vient, nous, au niveau du terrain, présenter les projets des entreprises. Et on avait de plus en plus de projets sur le BIM. Et donc, les partenaires sociaux, et notamment Sinov, hein, c'est vraiment emparé de la question, parce qu'il y avait aussi, bien sûr, des retours de leurs propres adhérents. Et du coup, une première action a été engagée pour proposer aux entreprises de la branche une offre, alors sur mesure, hein, clé en main, financement
des financements dédiés, ce qu'on appelle les actions collectives, vraiment sur ces formations, alors tant sur une partie plutôt sensibilisation, après sur une partie outils, voilà, outils infrastructure, mais aussi outils réseau, construction, et puis sur les méthodes de travail. Alors c'est une première action, c'est des premières actions qui ont été proposées en 2015, renouvelées en 2017, et puis aujourd'hui cette année on va être amené à nouveau à les renouveler pour prendre en compte des nouveaux besoins, notamment sur une partie plutôt liée au management du BIM, qu'on n'avait pas tout à l'heure forcément en effet. intégré. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une action, alors quand même, c'est une action un peu phare dans le domaine de l'ingénierie. C'est la première pour nous en termes de financement sur ces actions collectives pour le domaine de l'ingénierie. Hein. Donc, voilà, on a 2019, 1500 salariés, plus de 1500 salariés qui ont été formés sur ces modules-là. Alors, il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, mais qu'on va être amené à aborder. Quand on interroge ou quand on rencontre les professionnels aussi sur la question du BIM, un autre frein qui est lié, on le verra pourquoi, à la formation, qui est évoqué, c'est l'interopérabilité. C'est comment je choisis une solution informatique, parce qu'il existe différentes solutions pour pratiquer le BIM, hein, des logiciels, etc., d'échange. Quel format j'utilise, parce que d'un interlocuteur à l'autre, etc. Et donc, finalement, on a la sensation qu'on se focalise beaucoup sur les outils, sur la technique du BIM. C'est la majorité des formations qui sont proposées aujourd'hui en la matière. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment tous les éléments pour répondre à cette question-là, mais aujourd'hui, on est très outils. Hein, on est très, voilà, c'est quand même principalement, on est orienté sur les outils, notamment sur la partie construction, avec voilà, les différents logiciels ou outils qu'on peut avoir, avec effectivement ces éléments qui permettent de prendre en compte l'interopérabilité entre les différentes solutions proposées sur le marché. Mais du coup, le panel est large, même s'il y a voilà, certains outils qui quand même voilà, sont utilisés. On retrouve quelques outils qui sont utilisés par beaucoup de cabinets d'études. Alors, je vais me tourner virtuellement, bien sûr, vers un autre invité qui aura un propos complémentaire. Frédéric Larive, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Vous dirigez donc l'IPTIC. Présentez-nous en un mot ce que fait l'IPTIC et est-ce que vous pouvez apporter votre point de vue sur cet état des lieux un petit peu. On peut même citer certains chiffres éventuellement hein, de la formation au BIM aujourd'hui, tant en termes de tendance qu'en termes de contenu finalement aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur une tendance plutôt technique ou plus large que ça? Donc, alors oui, moi je dirige l'IPTIC. L'IPTIC, c'est un organisme de formation qui appartient à la fédération Sinov à 100% et qui est spécialisé dans les métiers du bureau d'études ingénierie. D'accord. Frédéric, donc juste on est très présent aussi avec Pardon, excusez-moi Frédéric. Frédéric, excusez-moi juste un tout petit instant. Vous m'entendez? Oui. Oui, on ne vous voit pas. Est-ce que c'est pour ménager votre bande passante que vous avez désactivé votre caméra? Oui, mais on ne vous voit pas. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Vous me voyez? Alors, ça va arriver, je suppose. Alors, si c'est pour ménager votre bande voyez, passante… Ah non, là, je ne vous vois pas, là. Oui. Ouais. Donc, bah, écoutez, c'est pas grave, continuez. Hein. On verra si la caméra s'active, mais restons concentrés sur le contenu. Mais bon, c'est vrai que… Vous m'entendez, vous me voyez? Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Mais c'est pas grave. Allez-y, continuez. Ouais, donc, à mon avis, vous avez une bande passante faible. Donc, vous m'entendez? Oui. À mon avis, vous avez un petit souci de bande passante. Hein. Alors, attendez. Oui. La technique n'est pas avec nous aujourd'hui. Bon, voilà, hein, c'est sûr que se rencontrer en vrai, il n'y a rien de tel. Mais voilà, on est un petit peu pénalisé par ces soucis techniques de connexion. Donc, le temps que Frédéric revienne avec nous, je vais repasser la parole à Antoine Château. Antoine, je
on avait, deux. en préparant cette… Oui, Frédéric, vous êtes là? Vous m'entendez? Moi, j'ai pas Oui, de on vous retour son, entend. en fait, hein. Oui, on vous entend bien. Vous ne nous entendez pas apparemment. Inès, est-ce que tu peux gérer en coulisses avec Frédéric pendant qu'on poursuit les échanges? Ah, voilà, on vous a retrouvé. Un petit instant. Ce fut bref. Donc, Antoine, pendant que Frédéric se reconnecte, et dès qu'il nous entend, il pourra nous interpeller. Euh, en termes de volume, en termes de professionnels formés au BIM, Vous m'entendez maintenant? Moi, j'ai on pas de vous entend retour. très bien, Frédéric. On vous entend très bien Bon, c'est depuis tout bon, à alors c'est bon. l'heure. J'ai Voilà. repris du retour, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais, voilà. Voilà, Oui, donc, l'IPTIC, on est l'organisme. Donc, je coupe ma caméra, du coup, parce que peut-être c'est ça qui oui, pose oui. problème. D'accord. Voilà, l'IPTIC est l'organisme de formation de la Fédération Sinov, spécialisé dans les métiers des bureaux d'études d'ingénierie. Et nous travaillons beaucoup en partenariat avec l'OPCO Atlas, bien évidemment. Donc oui, je crois qu'on constate sur le marché énormément de formations autour des outils. Alors des formations qui sont proposées par les éditeurs ou par des OF comme nous. Nous proposons aussi pas mal de formations sur les outils logiciels métier BIM. Et par contre, moi je sens, ça fait un an que j'ai pris la direction de l'IPTIC, on sent du moins au niveau de nos clients, les TPE, PME de l'ingénierie, un besoin en formation plus maintenant sur la méthode de collaborer et de travailler en commun les différents partenaires autour du BIM. En termes de contenu de formation, quelle est votre perception? En tout cas, quel angle prend la formation, l'angle prioritaire? On évoquait une balance entre guillemets entre les enjeux et la formation aux outils, aux solutions. Est-ce qu'il y a d'autres volets qui sont importants et qui sont déployés lors de ces formations? Alors, les formations outils, solutions, logiciels, je pense qu'on les aura toujours, bien évidemment. Elles vont perdurer, même si petit à petit, on aura aussi une arrivée de jeunes diplômés qui seront peut-être déjà bien aguerris sur les outils avec un très très bon niveau d'expertise. Et on va se diriger, enfin moi c'est le sentiment, et puis c'est un peu aussi ce que je veux donner comme direction à nos formations à nous, à l'IPTIC, qu'on propose. On va se diriger vers des formations plus sur les méthodes de travail, l'interopérabilité des acteurs. Alors, c'est plus compliqué, c'est normal que les premières formations qui soient apparues sur le marché soient des formations outils, parce que c'était aussi la première demande. Dès qu'on va être sur du travail collaboratif, des méthodes de travail, c'est plus compliqué parce qu'il y a déjà un cahier des charges précis à faire avec le demandeur, une bonne analyse de ses besoins, être certain que lui-même, ce qu'on a dit aussi par rapport à ses clients, à la maîtrise d'ouvrage, être certain que lui-même déjà a bien appréhendé le périmètre de ses besoins par rapport au BIM, voilà, et pas se lancer tête baissée dans des formations sur étagère qui, je pense, ne vont pas répondre en fait aux attentes des acteurs. D'accord. Je vais passer la parole à Julien Mercier. Julien, comme tu accompagnes des entreprises dans le BIM, quel est ton constat aujourd'hui sur le niveau de maturité, alors qu'il soit technique ou autre, au niveau du BIM sur le marché? En tout cas, de ton point de vue. C'est pas facile comme question, ça. C'est vrai, donc on travaille avec beaucoup d'entreprises sur différents projets. Ce qu'on constate, en fait, c'est un peu ce qui a été dit auparavant, c'est que, je vais reprendre un peu ce qui a été dit, c'est que l'erreur qui a été faite, et la Fédération Sinov, peut-être, vu que je suis vice-président, on a participé à cette mauvaise direction, c'est que historiquement, quand ce qui a été dit par rapport à l'OPCO Atlas, les formations BIM ont été demandées en 2012-2013. En fait, la réalité, c'est que ce n'était pas vraiment des formations BIM qui étaient demandées, c'était des formations sur les outils et les logiciels. Et je pense que ça a été stratégiquement quelque chose de négatif parce que les gens ont tout de suite assimilé en fait le BIM à un outil, à un logiciel. Et il faut constater que si on sait utiliser un logiciel, je ne vais pas les citer, je pense que vous les connaissez tous, et ben en fait, on ne fait pas vraiment de BIM, on se contente entre guillemets souvent de modéliser en 3D ce qu'on faisait auparavant en 2D, sous AutoCAD par exemple, et donc on n'en tire pas tous les bénéfices. Et comme le disait Gilles, quand on parle d'exploitation maintenance, on gère en fait un modèle d'information, puisque le BIM, c'est un modèle d'information quelque part. Effectivement, on ne retrouve pas en fait tous ces usages
qui sont nécessaires. Alors, si on revient au niveau de maturité des acteurs, en fait, certains pensent pouvoir faire du BIM. On a des cas où on est en maîtrise d'œuvre, où certains nous disent on sait faire du BIM. Mais en fait, pour eux, ça se limite effectivement à savoir utiliser un logiciel X ou Y. Et ils n'intègrent pas du tout, en fait, ce sujet. Alors, on parle beaucoup de collaboration, mais la collaboration, en fait, est quelque part un usage indispensable pour pouvoir créer un modèle d'information commun. Mais ils n'ont pas cette notion de data, de données nécessaires, en fait, pour créer ce modèle et notamment des échanges nécessaires. Et si je prends par exemple l'exploitation maintenance, il y a des données qui sont nécessaires à intégrer dans la maquette DOE. Et ils n'ont pas tous en tête qu'effectivement, au lieu de faire des fiches produits comme ils le faisaient auparavant, ils devront manager et identifier les données qui vont être nécessaires, au même titre que si on doit faire, par exemple, de la planification, on doit associer des données temporelles, etc. Donc, en fait, le niveau de maturité vient en particulier, pour répondre à ta question, sur on va dire la capacité, comment ils appréhendent en fait le sujet du BIM. Il y en a certains qui sont très orientés outils logiciels et d'autres qui ont pris beaucoup plus de hauteur et effectivement qui comprennent en fait la finalité en fait de tout ça. Alors pourquoi ils n'ont pas tout ça en tête? Est-ce que c'est par manque de formation ou aussi est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est des habitudes qui sont lourdes et longues à déplacer ou à faire évoluer? J'ai du mal à expliquer les causes. J'en ai quelques-unes en tête, mais qui sont peut-être pas exhaustives. Mais je pense aussi que la communication qui a été faite autour du BIM, c'était toujours des communications au travers de maquettes 3D. Et donc, en fait, je pense que beaucoup de gens ont assimilé en fait, le BIM à un modèle 3D graphique. Et du coup, ils se sont dit, on monte en fait un Z sur un plan 2D et on fait donc des maquettes numériques 3D graphiques et on fait du BIM. Et peu de gens, dès l'origine, se sont posé la question sur dire, mais cette maquette, concrètement, la 3D, ça existe depuis les années 80-90. Enfin, c'est vieux. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Et il y avait cette notion d'information. Et peu de gens, effectivement, l'ont intégré ou surtout n'ont pas intégré à quoi ça servait. La vraie question aussi, c'est de se dire quel sens ça donne à tout ça et à quoi ça sert d'intégrer des données dans une maquette. Alors, justement, Gilles Beretta, là, je vais me tourner vers le maître d'ouvrage. Le sens du BIM, le pourquoi, vous avez évoqué vous-même tout à l'heure les enjeux et ce qui a été confirmé par Antoine Château et Frédéric Larille, les enjeux de définir le sens, le pourquoi, les finalités. Est-ce qu'on n'a pas aussi une part de responsabilité au-delà des erreurs éventuelles de communication des acteurs de la filière, etc. Est-ce qu'on n'a pas une part quand même importante de responsabilité de la part des maîtres d'ouvrage? Et je ne dis pas que c'est le cas à la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais est-ce qu'on n'a pas, en termes qui est censé donner l'impulsion quand même sur le marché, qui lance les marchés, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, sans en citer qui que ce soit, ni sans généraliser bien sûr, est-ce que tous les maîtres d'ouvrage sont au même niveau en termes de pédagogie dans leur marché, dans leurs appels d'offres, dans leurs conventions BIM, dans leurs chartes, sur les attendus, justement, qui permettent peut-être aux acteurs ensuite de bien comprendre le pourquoi du BIM et le comment? Alors oui, la question aujourd'hui, c'est on n'arrête pas de se poser la question de savoir comment on va traduire nos besoins dans les pièces de nos marchés. La charte BIM, c'est une des pièces qui permet d'appréhender, de voir voilà, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on va demander. Il n'y a pas que la charte BIM qui fait partie des pièces de marché. Donc, on a un travail, on se pose des questions, savoir dans quelle pièce on va parler de nos besoins, comment on va en parler. On a fait un grand saut, nous, avec la version de charte qu'on a maintenant depuis un an, qu'on considère comme exhaustive et qui évoluera à la marge pour préciser. Expliquez-nous rapidement votre charte BIM. Elle s'adresse à qui? Alors, c'est l'expression générale des besoins et objectifs de la région en matière de BIM et de gestion patrimoniale. C'est votre feuille de route, c'est le fil conducteur BIM qui est partagé avec tout le monde, c'est bien ça? C'est ça. La difficulté qu'il y a après, c'est de l'expliquer justement correctement à tout le monde et d'adapter cette charte-là à chacun de nos projets. Quand on part pour faire du neuf et puis quand on va faire une restructuration, ce ne sont pas les mêmes objectifs, ce ne sont pas les mêmes finalités. Donc, à chaque fois, on doit rédiger un cahier des charges BIM spécifique à l'opération. Et c'est ce document-là qu'on essaie de travailler de manière pédagogique,
C'est-à-dire qu'on prend notre charte qui est assez très technique, notamment pour reprendre les tableaux IFC. Quelqu'un qui prend un tableau comme ça, qui voit pas trop la finalité, qui sait pas trop ce que c'est qu'une base de données, à quoi ça va servir derrière, ça, on n'arrive pas à comprendre correctement. Donc, les cahiers des charges BIM, chez nous, il faut qu'ils soient pédagogiques et qu'ils expliquent le plus clairement possible les attendus sur le projet à partir de la charte BIM. Donc, nous, on est sans arrêt en train de se poser la question, et grâce au retour d'expérience avec les différents projets, les discussions avec les maîtrises d'œuvre et même les AMO BIM, voilà, on pense être clair. Oui, mais non, parce que regardez, quand vous allez travailler avec une entreprise et que vous allez demander ça, il manque ci, il manque ça, ça c'est pas bien expliqué, c'est pas clair. Ouais. Et donc à chaque fois, on travaille, on revient sur l'ouvrage et on essaie d'être le plus clair possible. D'accord, donc vous évoquez vous-même assez naturellement, spontanément, systématiquement la maîtrise d'œuvre et les AMO, mais les entreprises, justement, vous disiez tout à l'heure, pour vous, l'enjeu, c'est l'exploitation-maintenance. Oui. Bon, voilà, un artisan plombier qui va travailler sur ces flux-là, un artisan qui va travailler sur la structure ou autre. Déjà, selon vous, vous percevez comment le niveau de perception, d'attente et aussi peut-être la relation aussi de ces corps de métier-là avec le BIM? Vous le disiez, vos conventions sont très techniques, etc. Est-ce que moi, artisan du bâtiment, demain, si vous faites appel à moi pour intervenir post-livraison, pour intervenir sur un point précis du bâti ou des flux, etc. Est-ce que je serais suffisamment mature sur le sujet? Dans votre écosystème, à vous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous mesurez comment le niveau de maturité, de compréhension de ces entreprises qui sont peut-être pas au début de la chaîne de conception-production, mais qui arrivent après et dont le bon pilotage du projet va avoir un impact sur leur propre intervention. Alors malheureusement, nous, on n'a pas de recul sur les artisans parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun DOE BIMé qui soit mis sur un serveur avec une base de données et un outil qui exploite derrière. En ce qui concerne les artisans et TPE, je sais pas. Par contre, j'ai eu des échos sur les attentes, c'est-à-dire, voilà, moi je suis électricien. Demain, je veux répondre à un projet avec du BIM, il y a une maîtrise d'œuvre qui prend contact avec moi. Il va falloir que j'achète un logiciel. Comment il faut que je me forme? Il y a tout un tas de questions qui se posent. Et alors, la réponse que nous, on essaie d'apporter, c'est de dire il faut qu'on arrive à faire le tri sur les données qu'on doit absolument trouver dans la maquette numérique et le système d'information patrimoniale, pour que derrière, on capitalise, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est la compétence des entreprises qui nous intéresse, c'est pas la technicité, la capacité à comprendre un système. Il faut que nous, on expose les données pour que chacun puisse travailler derrière. Donc ça, c'est une de nos préoccupations, ça. On ne veut pas laisser sur le bord de la route artisans et TPE. Donc, on ne dit pas qu'il y a un risque de coupure des marchés de ces structures, même petites structures également dans le domaine de l'ingénierie ou autre, toute la chaîne finalement, mais on n'exclut pas le fait que ça puisse arriver finalement si on n'est pas suffisamment formé, etc. Ça va devenir demain, en ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça va se généraliser si j'ai bien compris. Oui, ça peut devenir un critère excluant demain potentiellement si on n'est pas au niveau. Je pense oui. Alors, même si la région aujourd'hui ne dit pas explicitement il faut absolument des références dans le BIM, il faut avoir déjà travaillé, etc. Mais si les gens ne se forment pas, d'eux-mêmes, je pense qu'ils n'iront pas parce que ça leur fera peur et que du coup, ils se couperont de certaines choses. D'accord. Alors, on va reparler de formation avec Antoine Château et Frédéric Larive. Comment vous mesurez, comment vous sentez aujourd'hui la montée? Est-ce qu'il y a une tendance forte aujourd'hui et comment vous sentez la montée en compétence des plus petites structures, en tout cas du marché sur le BIM? Et qu'est-ce que ça laisse supposer sur la capacité du marché à s'adapter et ça s'accélère? Antoine Château, peut-être pour commencer? C'est vrai qu'on a vu étonnamment une baisse quand même entre 2018-2019.
un certain tassement, enfin même une baisse de 20% du recours, en tout cas au financement pour ces formations-là. Alors, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, hein. Il y a des personnes à former. J'allais dire, les cabinets d'études sont très certainement en avance, j'allais dire, sur l'ensemble de la chaîne, hein. Donc, il faut aussi que, j'allais dire, tous les intervenants sur que ce soit les projets de construction ou même sur la maintenance puissent être formés, hein. Donc, c'est aussi un travail à faire avec d'autres branches, notamment le BTP. Et voilà, hein, il y a aussi vraiment du travail à faire pour que finalement ce soit vraiment pris en main par tout le monde. On peut imaginer que la situation que l'on connaît, que les entreprises connaissent aujourd'hui, pousse aussi à développer vraiment ces compétences-là pour remporter des marchés, pour être retenu sur des appels d'offres. Donc, on peut imaginer alors peut-être un peu plus de temps pour se former et une nécessité à pouvoir se valoriser sur un certain nombre de marchés, vont nécessiter et pousser, j'allais dire, cette formation sur ce domaine-là. Après, on a aussi le plan BIM 2022 hein, qui quand même pousse aussi les entreprises à se préparer à la généralisation du BIM dans les appels d'offres. D'accord. Frédéric Larive. Alors, juste avant de vous répondre, je vois que des questions arrivent hein, sur le chat de Zoom. Donc, pour rappel, hein, pour celles et ceux qui nous auraient rejoints entre-temps, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Conversation de Zoom. Nous les traiterons et nous essaierons d'y répondre à la fin de cette table ronde. Frédéric Larive, votre point de vue sur les enjeux aujourd'hui de la formation, les principaux enjeux de la formation par rapport à ce constat qu'on fait qu'on est un peu sur de la technique, plus que sur peut-être de la gestion, de la transversalité ou des compétences intermédiaires, sur le fait qu'on peut avoir peut-être des corps de métier qui se retrouvent un petit peu, qui restent sur le quai parce qu'elles n'auront pas fait cette transformation. Qu'est-ce que vous ressentez chez l'IPTIC en termes d'enjeux et de tendances pour demain ? Nous, ce que l'on constate, alors nos clients sont essentiellement des bureaux d'études adhérents Sinov ou non, des TPE, PME. Donc, ce que l'on constate effectivement, comme disait mon collègue d'Atlas, une petite stagnation, voire une baisse de la demande sur des formations outils, logiciels, parce que je pense que c'est des acteurs qui commencent à bien maîtriser les outils pour l'ensemble, ou peut-être qui ont aussi une capacité à s'auto-former sur les outils et qui font plus appel forcément aux OF pour se former. C'est possible aussi, ou s'il y a des nouveaux arrivants, des gens qui sortent d'école, qui ont déjà un bon niveau sur les outils, ils n'ont pas besoin de formation continue. Pour la partie artisan, nous, on a très peu de clients, voire pas du tout, qui sont sur ce secteur-là. Donc, je n'ai pas une grande connaissance du marché. Mais je pense effectivement que dans une logique de travail collaboratif et d'interopérabilité des acteurs, il faut que ces gens se forment, ça paraît logique. Peut-être que par rapport à la réflexion de Julien sur ces acteurs-là, ne pas rééditer la même erreur et ne pas cantonner le BIM à de l'outil métier, qui en fait, je pense, je suis assez d'accord sur le constat, c'est pas forcément la bonne image et c'est pas ça le BIM, en fait. Et vers quoi on devrait tendre alors? Si on ne doit pas se limiter à ça, on doit tendre plus vers quoi demain? Vers des formations qui sont plus sur la façon de travailler et surtout, je pense, cette capacité à savoir exactement quels sont mes objectifs par rapport au BIM, voilà, par rapport aux attentes de mon client. Voilà, je crois que c'est ça qui est très important et qui est plus compliqué, qui nécessite de monter un cahier des charges et d'être certain qu'on a bien identifié le périmètre des besoins que l'on avait par rapport à ces formations-là. D'accord. Julien, justement, on le dit souvent sur les étapes du Rex BIM Tour, il n'y a pas un BIM
générique et magique pour tout le monde, mais il y a bien plusieurs BIM et un spécifique à chaque projet, chaque acteur. Disons qu'effectivement, chaque maître d'ouvrage a des objectifs qui veulent être différents. Ce qu'on constate, c'est que sur les projets sur lesquels on travaille, la notion d'exploitation-maintenance devient un dénominateur commun, puisque je pense que c'est des objectifs et usages associés qui est, à mon avis, un des plus pertinents. Par contre, effectivement, on peut avoir des spécificités liées au projet, donc liées effectivement aux usages qui sont attendus, mais il y a aussi des spécificités par rapport aux outils qui sont utilisés. Des spécificités qui sont liées aussi à la maturité des acteurs et au contexte d'opération. Tout simplement, le BIM, par exemple, qui est fait sur un projet en conception-réalisation, on a travaillé sur un CREM notamment, est différent que si on est dans une VAMOP classique. Donc, effectivement, il faut se poser à chaque fois les bonnes questions. Et si je reviens sur la notion de formation, effectivement, ce qui me paraît important, c'est que les formations qui soient plutôt faites sur des partages de retours d'expérience et de compétences, c'est-à-dire être toujours dans le concret, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on manque beaucoup de concret. C'est-à-dire que les personnes qui viennent pour des formations, elles n'attendent pas forcément une recette de cuisine qui correspondrait effectivement à une solution miracle qui répondrait à tous les cas de figure, mais plutôt une mise en situation, un échange sur effectivement j'ai telle problématique, comment je peux aborder ce sujet, etc. Et ça peut être fait à mon avis que par des personnes qui ont vraiment réalisé d'un point de vue opérationnel des projets. Après, il y a un second sujet, je pense, c'est la solidarité. Ce qu'on note effectivement, c'est des différences de maturité entre acteurs sur les projets. Et ce qui malheureusement se passe parfois, c'est qu'effectivement ceux qui sont les plus capés ne vont pas forcément aider ceux qui ont plus de différences. Enfin, plus de difficultés. Et en fait, c'est très contre-productif parce qu'un processus BIM, si vous êtes seul à être bon, entre guillemets, en maîtrise d'œuvre ou en entreprise, et ben, globalement, vous allez finir tout seul parce que les autres ne vont pas être en capacité, effectivement, d'alimenter les informations, etc. Et je pense que je tends la perche un peu à Gilles de la région, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je sais qu'ils ont financé, ils ont aidé les entreprises à monter en maturité dans le cadre des marchés, mais ça serait aussi de dire il faut qu'on travaille aussi sur le fait que les gens s'aident entre eux. Et je le vois quand on fait des missions de BIM management. Aujourd'hui, on fait plus presque de la formation, de l'accompagnement et presque de la formation, on va dire, que réellement nos métiers parce qu'on est obligé de tirer les acteurs, etc. Et je pense que c'est au sein de la maîtrise d'œuvre qu'il devrait y avoir cette solidarité. Au sein des entreprises aussi, s'il y a un lot qui est un peu en difficulté ou qui a un peu de mal, et ben, au travers d'une réunion, on lui explique à quoi ça sert et qu'il comprenne tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et la formation en salle, c'est bien. Je pense que c'est un prérequis nécessaire. Mais une fois qu'on est sur le terrain, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un partage de connaissances et vraiment une solidarité entre les acteurs. Alors, je rebondis justement, Julien, sur ce que tu dis, sur l'aspect entraide. Quand je disais tout à l'heure qu'on faisait évoluer nos documents, pièces de marché, etc., ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, systématiquement dans nos projets, quand on introduit du BIM, on demande à notre AMO BIM d'accompagner tout au long du projet le BIM manager, l'équipe de maîtrise d'œuvre, voire les entreprises. Toujours dans un aspect de pédagogie, la collaboration, la préparation du DO BIMé, c'est dès le tout début qu'il faut bien expliquer les choses. Pourquoi on a demandé une base de données, pourquoi les structurer comme ça, pourquoi on a demandé des IFC, pourquoi la collaboration, à un moment donné, elle est importante. Donc, toute cette partie-là, aujourd'hui, sur les projets qui sont lancés depuis 3-4 mois, voire même depuis un peu plus longtemps, il y a cette partie AMO BIM et accompagnement tout au long du projet. Parce que derrière, nous, on va récupérer les choses et on va s'en servir ensuite pendant 20, 30, 40, 50 ans. D'accord. Je confirme. Je voudrais juste faire une parenthèse importante parce qu'on reviendra sur ces questions-là de formation plutôt action, terrain, concrète et en quoi ça peut inspirer ou impulser une évolution dans l'offre de formation demain avec nos experts présents. Mais intégrer le BIM, ça peut aussi vouloir dire, quand on parle de formation, recruter de nouvelles compétences.
Ça veut dire rechercher des talents qui ont été formés à ça. On n'a pas encore parlé de formation initiale. C'est quand même un sujet hyper important. On peut se former soi-même, mais aussi se dire, voilà, je vais recruter quelqu'un qui a été formé à ça. On en est où aujourd'hui allez, d'abord Gilles, je vous laisse encore la parole. On en est où aujourd'hui, Gilles, de la formation initiale dans les écoles qui forment à ça? Quel type d'école justement? Et est-ce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on est au niveau? Est-ce qu'on forme des jeunes qui arrivent de manière suffisamment opérationnelle dans les entreprises avec la formation BIM disponible? Alors, moi, je vais vous parler d'expériences que je connais sur près de Clermont-Ferrand, au lycée Pierre-Joël-Bonté. Il y a une formation post-bac qui forme les personnes à pas simplement des outils au logiciel BIM, mais bien qui leur donne un aperçu de tout le process, la procédure, le cycle de vie du bâtiment, etc. Et dans leur système de notation, il y a non seulement une grille sur le savoir-faire, mais également une grille sur le savoir-être. C'est-à-dire, voilà, je vais travailler dans un processus BIM qui est collaboratif. Donc, quelles sont les attentes? C'est l'écoute, la capacité de concentration, c'est voilà, tout ce qui va être important de trouver chez une personne lorsqu'elle va intégrer une équipe et qui va y avoir de la collaboration entre les et donc acteurs. là, en l'occurrence, les jeunes qui sortent de ces formations-là sont mieux outillés que d'autres qui n'appliquent, qui ne suivent des formations. Alors, je ne dis pas que il ne faut pas être binaire, mais majoritairement sur des outils et pas sur ces aspects de compétences comportementales. Les retours que j'ai eus sur quelques personnes qui ont été formées, qui ont été embauchées, elles se sont très bien intégrées dans les entreprises, elles ont amené une plus-value, justement grâce à ce volet savoir-être en plus du savoir-faire. Alors, je vais juste demander leur avis aussi à Antoine Château et Frédéric Larive. De votre point de vue, d'organisme plutôt, d'acteur de la formation continue, de votre point de vue, ça se passe comment en matière de formation initiale aujourd'hui sur le marché? Voilà, à quoi on forme? Est-ce que c'est suffisant par rapport à tout ce qu'on s'est déjà dit aujourd'hui? Et encore une fois, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire si en France on est alors, pourquoi je vous posais la question? Parce qu'on entend souvent dire que dans les pays anglo-saxons, par rapport aux pays anglo-saxons par exemple, on a pris du retard en France sur le BIM. Avez-vous un point de vue là-dessus déjà? Un retour? Et Antoine? Oui, on a pris du retard, mais enfin, on a pris du retard. On a commencé après. Après, ça, on l'a vu alors, dans une étude, notamment sur le BIM de l'Observatoire de la branche, l'OPIEC, où il y a des pays anglo-saxons ou certains pays asiatiques où effectivement ils sont partis avant. Maintenant, on a des capacités de rebond qui nous permettent aussi de peut-être rattraper notre retard et d'aller plus vite. Moi, le regard sur la formation initiale, il y a effectivement il y a eu un vrai travail déjà sur les méthodes pédagogiques. Aujourd'hui, les plus jeunes, on va dire, sont formés en mode projet. Donc vraiment, on retrouve la façon, les méthodes de travail d'une entreprise. Donc ça, il y a eu vraiment quand même une évolution au niveau de la pédagogie. Et sur les niveaux techniciens, ils sont bien formés. Cette problématique, cette question du BIM a été bien intégrée. Maintenant, il y a aussi l'application, parce qu'on peut avoir des connaissanses, des compétences en formation initiale. Si on ne s'en sert pas, au bout de 1, 2, 3 ans, voilà, ça s'évapore. Voilà, exactement. D'où l'importance aussi vraiment d'alterner avec l'expérience professionnelle, le monde du travail. Alors, c'est vrai que l'alternance, par exemple, est vraiment un bon mode justement d'apprentissage parce que ça permet de coller et puis même parfois d'apporter des choses à son entreprise. Voilà, donc en tout cas de mon point de vue, les personnes qui sortent de formation initiale sont plutôt bien formées. Y compris alors vous parlez des formations plutôt techniques, y compris sur les formations supérieures, niveau master, etc., où là on va retrouver des personnes
qui sont censés avoir un niveau de responsabilité, de management du BIM? Oui, alors toutes les formations supérieures ne se valent pas, hein, ou des formations d'ingénieurs, ou des formations. Voilà, donc, mais il y a quand même eu, et puis même au niveau de l'université, hein, il y a un vrai travail quand même de construction, d'adaptation. Donc on est vraiment quand même sur la bonne voie. Après, on pourra poser, enfin, j'aimerais bien avoir l'avis de Frédéric Larrivé également, Oui, hein, mais justement. il y a aussi, et peut-être, voilà, la formation des demandeurs d'emploi. C'est encore un autre sujet. On n'est pas sur la formation initiale, mais c'est encore un autre domaine. Alors, réponse miroir de Frédéric Larrivé sur justement la formation initiale aussi. J'aimerais aussi vous entendre, Frédéric, sur votre point de vue sur ces fameuses compétences comportementales, hein, les savoir-être qu'on évoquait tout à l'heure, pour revenir tout doucement sur ce sujet qui est central. Oui, oui, de toute façon, bien sûr, moi je crois que le constat, on le partage. Alors, on a pris du retard. Moi, avant, je viens des secteurs différents. Je crois que c'est plutôt le rapport français à la data, hein, si on a pris du retard. Hein. C'est pas parce que on était plus handicapé intellectuellement, mais je crois qu'en France, on a un rapport à la data qui est compliqué. Et peut-être qu'au départ, on n'a pas voulu se lancer là-dedans, mais comme disait Julien, la 3D, ça existe depuis longtemps. C'est un secteur qui est issu de l'aéronautique. Et il y a 30 ans, il y avait déjà des ingénieurs qui faisaient du dessin en 3D. Hein. Je crois que les écoles, hein, les formations initiales, effectivement, ont fait un gros effort de ce qu'on a. On échange plutôt peut-être avec des établissements comme le CNAM, nous de notre côté. Voilà les échanges qu'on a régulièrement. Oui. Mais toutes les écoles, les grandes écoles, ont fait des efforts sur la façon d'apprendre la pédagogie, les compétences. Et je pense que maintenant, on a des étudiants qui sortent de formation initiale qui ont un très bon niveau, à la fois sur les outils métiers, parce qu'il y a eu aussi un rapprochement vers les entreprises, hein, et les attentes du marché, et des façons de travailler effectivement en groupe, en mode projet, avec maintenant des méthodes de travail qui sont proches des méthodes qui sont demandées dans les entreprises. Il y a peut-être Vous plus. disiez, vous travaillez avec le CNAM, ça veut dire que vous intervenez ou vous co-construisez aussi Non, des choses en matière de formation initiale? Non, culturellement, la fédération Sinov alors pas qu'avec le CNAM, mais effectivement a des relations. Et puis c'est vrai qu'on est sur une réflexion, on est sur une réflexion à essayer de collaborer sur des formations initiales pour essayer de donner un petit peu un label ou une touche Sinov à certaines formations initiales qui pourraient être intéressantes pour nous. Ça, c'est une phase de réflexion pour l'instant. Alors, Voilà. ouais. Oui. Alors comment dire, les jeunes, hein, j'aime pas utiliser le mot jeune parce que c'est parfois utilisé maladroitement, mais en tout cas, les nouveaux talents qui arrivent sur le marché, pour revenir à ces compétences transversales, comportementales ou les usages collaboratifs, est-ce qu'ils sont pas un peu mieux armés, sans faire de jeunisme non plus, attention, est-ce qu'ils sont pas un peu armés que nous en termes d'usage et de culture pour apporter cette culture de la collaboration, des outils digitaux qui permettent d'interagir, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent être des moteurs de la transformation dans leurs propres entreprises? Alors, je pense qu'ils peuvent être des moteurs par rapport à l'appétence de l'outil, ça c'est clair. Les outils digitaux, on sait tous que la nouvelle génération est très axée là-dessus. Après, par rapport au mode collaboratif, ça dépend aussi de la structure. Hein, je crois mais ça c'est vrai dans tous les métiers. Alors peut-être d'autant plus sur des secteurs comme ça qui sont en pleine mutation, parce qu'il faut voir aussi que les organisations, les entreprises sont en train de vivre des mutations autour des organisations de travail. Hein. La capacité aussi à intégrer les nouveaux. Hein. Je crois que c'est ça aussi qui est important et qui est un enjeu important pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Hein. C'est les phases d'intégration. Donc c'est un travail de couple, hein, à la fois de l'arrivant et puis de celui qui accueille. Hein. Je crois que ça c'est très important. Alors, vous parliez du contexte, hein, voilà, vous parliez d'enjeux de transformation que subissent ces entreprises. On sort un peu d'une période, mais on y est encore un petit peu quand même, un peu particulière, hein, qui a touché tous les marchés, qui a touché toute la société, cette fameuse crise sanitaire, qui finalement a amené les entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur d'activité et leurs salariés, à intégrer de manière forcée, accélérée, non prévue, des modes d'organisation différents, à s'adapter à distance. Alors, on va regrouper deux questions en une, hein, celle qu'on avait préparée. Gilles Beretta, par rapport à cette période qu'on vient de vivre et par rapport aux enjeux de transformation qu'on a
qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, hein, et des différents niveaux de compétences qu'on peut attendre, techniques ou autres. Quels sont selon vous les enjeux demain et de votre point de vue en tant que maître d'ouvrage pour progresser et faire progresser la profession en matière de compétences? Et du coup, bien sûr, comment ça peut se traduire en formation? Euh, Déjà, comment à la région on a vécu cette période de confinement? Euh, la nouvelle région, même si ça fait un petit moment déjà qu'elle a été créée, il y avait des expériences, des expérimentations télétravail. Il y avait le télétravail qui était en place, il y avait déjà des expérimentations. Et pour tout le monde était proposé 1 à 2 journées télétravail par semaine. Et puis, au fil des années, chaque personne a été équipée d'un PC portable pour faire son télétravail. Et puis, du jour au lendemain, quand on a été confinés, on a été tous très agréablement surpris dans le sens où ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. L'infrastructure, les logiciels, enfin tout a tenu le coup. Alors non seulement il y a cette couche-là qui a tenu le coup, mais en plus, derrière, les outils étaient bien calibrés pour nous permettre de continuer à travailler, hein, des visios, du téléphone, l'accès à nos ressources, les données disponibles. Donc la phase, la bascule a plutôt été bien vécue et bien faite, quoi. D'accord. Pour faire le lien avec le BIM, selon vous, Oui. est-ce que ce qu'on a vécu, pour en tirer peut-être des enseignements ou des points positifs, est-ce que c'est de nature à accélérer demain la prise de conscience de ces usages et de la valeur ajoutée des outils collaboratifs et des processus, hein, on ne parle pas que d'outils, bien sûr, Mhm. collaboratifs, notamment dans la filière construction, et donc, pour ne pas le citer, en matière de BIM, justement? Nous, en interne, les gestionnaires de patrimoine notamment, hein, parce que Mhm. ils sont fortement impactés, ils se posent des questions, notamment ceux avec qui je m'entretiens pour soit améliorer la charte, soit parce qu'il y a des projets avec eux. Ils se reposent des questions sur leur manière d'aborder les projets. Mhm. Et quand vient la question de la plateforme collaborative, ah, mais c'est pourquoi, ça sert à quoi? Ah oui, d'accord. Il y a une prise en compte d'une autre manière, d'un besoin, d'une autre façon de travailler. On se repose des questions sur alors le BIM, c'est à partir de quel moment dans mon projet que ça intervient, comment est-ce qu'il va falloir que je me forme à un logiciel, est-ce que demain il va falloir que je saisisse des données dans un système, voilà, il y a tout un questionnement D'accord. qui vient et qui remet Qui un remet le petit sujet au peu. centre, qui remet le Oui. sujet au centre, hein, Ouais. d'accord. Et ça Et remet le métier, les compétences au centre. ouais, ouais. Alors justement, ça remet le métier et les compétences, mais qu'est-ce que attendez-vous en tant que maître d'ouvrage, en tant que recruteur et aussi en tant que institution qui avait des équipes à former, à accompagner? Qu'est-ce que vous attendez de la part des organismes de formation demain pour améliorer, en tout cas des acteurs globalement de la formation, pour améliorer et progresser en matière de formation spécifiquement? Formation, ce serait vraiment la prise en compte des savoir-être, quoi. Mhm. Le savoir s'immerger dans un projet. J'ai des compétences, mais les compétences tout seul dans son coin, ça sert à rien. Il faut savoir les partager. Un BIM manager, s'il n'est pas capable de communiquer correctement sur son métier, ce qu'il fait et pourquoi il demande telle chose aux entreprises, on Mhm. va le regarder et puis on va pas aller vers lui Mhm. pour donner les renseignements. Donc, D'accord. c'est de la pédagogie, c'est bien faire comprendre les processus, pourquoi le collaboratif, parce qu'il y a des fichiers d'échange, il y a l'IFC, Mhm. on n'est pas Oui, tout seul dans son coin avec son logiciel, on doit interagir avec d'autres pour faire d'accord. avancer le projet. D'accord. Donc, vraiment apporter cette couche, entre guillemets, des savoir-être à des formations qui sont majoritairement techniques aujourd'hui. Antoine, Oui. Frédéric Larrivé, pardon. Hein. Euh, Frédéric Larrivé, votre regard sur la période qu'on vient de vivre et en quoi elle vient impacter ou pas, hein, à vous de nous dire, selon vous, justement les besoins en compétences et la formation, là, vous, en tant qu'acteur de la formation, en quoi ça vous bouscule ou en quoi ça vous questionne dans votre offre? Ah ben, il est clair que la période qu'on vient de vivre impacte les organisations et le monde de la formation, hein. Ça, c'est certain que alors ça accélère un petit peu
déjà des mutations qui étaient en place, hein, notamment l'apparition des formations plus digitales, de la classe virtuelle, hein, mais essentiellement, bien évidemment, parce que comme ce qu'on fait aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui va se développer dans l'avenir, avec un souci pour les OF, par contre, de ne pas dégrader la qualité pédagogique. Donc, les OF doivent peut-être se repenser le mode de transmission à distance des compétences. Sinon, quant aux organisations internes, il est clair que voilà, c'est des choses qui vont, le télétravail, la capacité à manager une équipe, à motiver à distance, c'est des choses qui vont être de plus en plus présentes dans les organisations. On a une idée, est-ce qu'on peut citer quelques exemples concrets de compétences transversales ou ce qu'on appelle les soft skills, hein, pour ne pas utiliser l'anglicisme, mais bon, on utilise beaucoup les compétences entre guillemets douces comportementales qui apparaissent aujourd'hui dans les référentiels métiers tels que le BIM Manager ou autres. Vous avez quelques exemples? Si on le calque sur la formation, hein, Oui. alors c'est des choses aussi qu'on voit, hein, qu'on voit circuler en communication depuis 3-4 ans, l'entreprise apprenante. Il est clair qu'on a, voilà, on a des profils qui vont de plus en plus être sur la capacité à s'auto-former, à faire preuve de curiosité pour aller chercher de l'information et de la formation. Ça, je pense que c'est des choses qui vont de plus en plus être présentes dans les organisations des prochaines années. D'accord. Et quand on préparait cet échange, et après il nous reste à peine 5 minutes pour passer à la partie questions-réponses, vous évoquiez quelque chose d'important quand même. C'est pour ça que je me permets de le rappeler. Vous me disiez, c'est aussi un enjeu d'attractivité pour les entreprises. Ah oui, bien sûr. Ça c'est mon intime conviction, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation initiale, je pense que les entreprises, alors que ce soit les entreprises du monde du bâtiment, les bureaux d'études, c'est valable pour toute activité, hein, qui auront cette capacité à mettre en avant des modèles de management collaboratif, avec du travail à distance, avec de l'autonomie, parce qu'en fait, c'est ça la problématique du travail à distance, hein, pour un manager. Je pense que c'est quelque chose qui sera source d'attractivité pour les jeunes diplômés, les nouvelles générations. Hein. Et peut-être pour justement les jeunes qui auront cette culture et ces compétences nécessaires pour mettre en place des processus tels que le BIM dans les entreprises. Tout à fait. D'accord. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Antoine. La crise, vous l'avez vécue comment, mais aussi surtout, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous? Parce que ça vous a bousculé dans votre quotidien avec des nouvelles offres qui sont apparues pour accompagner justement le marché? Oui, alors principalement deux. Déjà, un premier dispositif. Alors ça, c'est vraiment encore une fois la branche qui a été avant, j'allais dire, d'autres branches et les pouvoirs publics, avec un dispositif qui s'appelle BE Covid, qui a permis de mobiliser des financements. Alors, c'est des financements conventionnels, hein, donc c'est des financements qui appartiennent à la branche, pour former les salariés qui étaient en baisse d'activité. Donc, il y a d'abord 5 millions d'euros qui ont été mobilisés, puis on allait jusqu'à 9 millions pour former sur cette période. C'est un dispositif qui est toujours mobilisable, qui est toujours d'actualité et qui vient en fait en complément des fonds, alors là qui sont des fonds publics, hein, liés au FNE formation, donc des formations qui sont dédiées principalement à la formation des salariés qui sont en activité partielle, en chômage partiel. Mais aujourd'hui, il y a du mixte possible. On peut mélanger des salariés en activité partielle et en activité pour mobiliser ces financements. Et alors là, je dois dire que alors, c'était vraiment une force de la branche, hein, alors sur les différents secteurs, hein, numérique, ingénierie, conseil, où la branche a été la branche la plus active sur cette période avril-mai, parce que en tant qu'OPCO, on était le premier OPCO à mobiliser des financements. Hein. On était il y a 2 semaines à peu près à 15 millions d'euros mobilisés sur le FNE formation, et la branche a été voilà, la première, facilitée par des offres de formation qui ont été facilement digitalisables, des salariés qui ont une appétence à la formation. Maintenant, ça c'est, j'allais dire peut-être c'était le premier niveau, hein, c'était voilà, répondre sur cette période de crise sanitaire. Maintenant, j'allais dire, il faut anticiper peut-être une Qu'est-ce que ça va enclencher, engendrer pour la suite?
voilà, là aujourd'hui, on est plus sur voilà, ce confinement, on est sur OK, là on a une baisse d'activité qui est quand même prévue. Un certain nombre de cabinets d'études prévoient une baisse significative et importante de leur chiffre d'affaires, ou en tout cas des décalages importants sur des projets, sur des appels d'offres qui ont été soit annulés, soit reportés. Là aujourd'hui, peut-être que demain, la différence, ça se fera vraiment sur les compétences et c'est sur les compétences de ces salariés. Hein. Voilà, c'est la première richesse de l'entreprise pour les cabinets d'études. Donc aujourd'hui, j'allais dire, il y a déjà une première analyse sur OK, c'est quoi les compétences dans mon entreprise, c'est quoi ma stratégie de reprise, de relance. Et puis à partir de là, c'est peut-être travailler avec des experts, avec des consultants, des cabinets conseils qui vont pouvoir aider le chef d'entreprise pour justement formaliser le plan d'action. Ça peut être de la formation, ça peut être autre chose, hein, ça peut être de l'action en situation de travail, ça peut être mettre en place justement une dimension plus collective, plus apprenante au sein de l'entreprise. Donc là, il y a des financements dédiés. C'est vraiment là, c'est tout toujours récent, disponible, des dispositifs et des facilités qui sont toujours actives. Et encore plus qu'avant, j'allais dire là, il y a des prestations d'accompagnement par des cabinets qui sont financés à 100%. Donc, il y a une offre avec des cabinets qui sont retenus. Et puis derrière, il y a des leviers de financement pour répondre justement aux besoins des entreprises et des salariés. Alors, est-ce que vous, ou par le biais de, si j'ai bien compris, d'intermédiaires, votre rôle demain serait d'aider les entreprises à avoir une vision plus fine de leurs besoins spécifiques? Parce qu'on le disait, il n'y a pas un BIM, un logiciel type, il n'y a pas un niveau de formation et d'investissement en temps, en matériel unique. C'est vraiment du sur-mesure. Et vous, demain, vous pouvez aider les entreprises à ça? C'est l'objectif. Hein. Alors, justement, ça nécessite du temps, ça nécessite d'aller interviewer les salariés, le chef d'entreprise, d'aller questionner, d'aller fouiller, etc. Donc, c'est vraiment des cabinets partenaires qui réalisent ce travail avec des consultants qui sont spécialisés là-dedans. Mais oui, hein, derrière, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment essentiel de faire ce travail de formalisation et puis de questionnement, questionner sa stratégie. Ça peut passer au-delà d'une formation technique, sur des formations commerciales pour aller récupérer des marchés, sur du management, sur… Enfin voilà, il y a vraiment un panel assez large. Il faut soutenir les chefs d'entreprise qui sont, voilà, notamment dans les TPE-PME, qui n'ont pas forcément le temps pour réaliser ce travail-là. Ok, merci beaucoup. Julien, toi-même, tu as sollicité un FNE pour toi-même, pour ton entreprise? Est-ce que, voilà, en tant qu'entrepreneur, hein, parce que je rappelle que tu es chef d'entreprise, hein, avant d'être Sinov, évidemment, le FNE, ça t'a servi ou… Oui, ça nous a servi, mais nous, on était de l'autre côté de la barrière, en fait. D'accord, ok. On a formé une centaine de personnes grâce au FNE, effectivement. Ça a permis de… Et du coup, ce que tu évoquais tout à l'heure, cette notion de formation-action, cette notion de formation ancrée dans du concret, sur des retours d'expérience, etc. Ce qu'on fait un petit peu ensemble aujourd'hui avec le Rex BIM Tour, c'est déjà un peu de la sensibilisation ancrée dans la réalité, surtout quand on fait des Rex. Quels sont selon toi, si tu avais 2 maximum enjeux d'évolution, de progrès en termes de formation qui te viennent à l'esprit, en rebond à ce que tu disais déjà tout à l'heure pour accompagner la filière et les acteurs et les entreprises sur le BIM? Nous, effectivement, comme on est à la base plutôt des gens qui font du BIM management et de la MO, ce qui a bien fonctionné, je trouve, par rapport aux formations qu'on a pu faire, sachant que ce n'est pas notre métier à la base, c'était effectivement le fait de contextualiser les attentes des différentes personnes, c'est-à-dire concrètement d'associer par rapport à des expériences que nous avions ou que des expériences qu'ils pouvaient vivre, comment on pouvait aborder les différents sujets. Je veux noter une chose qui était hyper intéressante que j'ai notée dans le cadre des formations qu'on a faites et qu'on continue de faire, c'est qu'on avait la chance d'avoir des gens qui étaient de différents horizons au niveau des groupes. Donc, on avait des gens qui faisaient par exemple de la structure, des BET fluides, CVC, etc. Et ça permettait, dans le cadre de ces formations actions qui étaient plutôt effectivement des échanges ouverts par rapport bien sûr à une trame, etc., que les professionnels puissent échanger entre eux. C'est-à-dire que chacun pouvait dire
ben moi, quand je produis ma maquette, par exemple, j'ai tel problème avec l'architecte ou avec le bureau d'études fluides, etc. Et en fait, chacun pouvait exprimer ses besoins en termes de données, d'informations, de maquettes. Et les autres pouvaient exprimer, ben oui, moi, je la fais comme ça pour telle et telle raison. Et du coup, Ça veut dire que dans l'esprit finalement de ce qu'est l'ADN du BIM, c'est-à-dire c'est un processus qui met tout le monde au même niveau d'information et qui permet aux gens d'interagir, d'interopérer, entre guillemets, il faudrait que la formation aussi suive ce modèle demain. Tout à fait, exactement. Alors, juste un point pour conclure sur le sujet. On a découvert aussi autre chose que j'avais déjà un peu identifié dans le cadre des missions qu'on pouvait opérer. C'est que, en fait, tous les problèmes que les gens nous ont remontés dans le cadre des projets qu'ils faisaient, parce que la plupart des gens avaient déjà plus ou moins essayé le BIM sur des opérations, les problèmes, ce n'étaient jamais des problèmes d'outils, de logiciels, ni quoi que ce soit. C'était plutôt des problèmes humains, mais aussi plutôt des problèmes liés à la gestion de projet. Ça a été évoqué tout à l'heure. En fait, on s'apercevait que des choses élémentaires, je prends quelque chose de tout bête. À un moment donné, on parlait de la qualité de la maquette et du contrôle de la qualité de la maquette. Je leur disais que c'était nécessaire, etc. Mais je leur disais, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand vous faisiez des plans sur AutoCAD, il y a bien quelqu'un qui les contrôlait. Tu vois. Donc, au même titre qu'on parle de collaboration sur le BIM, et on avait eu un retour d'ailleurs d'un de mes confrères qui était à Lyon, il avait dit, mais on n'a pas attendu le BIM pour collaborer. Enfin, je veux dire, ça existait déjà. Donc, globalement, les concepts existent déjà, mais c'est simplement qu'en termes de gestion de projet, il y a une approche différente, ou comme ce qui a été dit, effectivement, au niveau français, on n'a pas forcément cette notion de data, ce qui n'est pas le cas des anglo-saxons, qui effectivement ont plus cette notion de data alphanumérique. Et donc, il faut l'intégrer dans la gestion de projet. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que le chef de projet sur les opérations est fondamental. J'ai vu que quelqu'un avait posé la question sur quelles sont les formations pour le BIM manager, je le connais très bien d'ailleurs. Et ben, pour moi, un chef de projet, à terme, devrait être en capacité d'animer son projet en intégrant cette notion d'information. Et je pense même que le BIM manager, à terme, devrait disparaître. Nous, on y est prêt. Hein. Je veux dire, j'ai conscience que c'est un métier qu'on fera peut-être plus dans 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Mais donc, c'est vraiment d'avoir une vraie vision gestion de projet. Alors, je vous remercie. Donc, on va passer, on a eu quelques questions et donc je vous invite à les poser maintenant sur le chat, sur l'onglet conversation de Zoom. Une première question assez précise qui nous a été posée très tôt. Est-ce qu'il existe une formation BIM Manager adaptée à l'infrastructure, au-delà du bâtiment, l'infrastructure, l'écosystème? Qui est en mesure de répondre à ça? Alors, moi, je pourrais potentiellement répondre. Aujourd'hui, des formations BIM Manager, déjà, en tant que telles, il en existe quelques-unes qui sont sur des formats souvent de 5 à 8 jours. Et d'ailleurs, l'OQPIBI propose notamment une qualification BIM Manager et AMO BIM. Il faut savoir que ces formations, pour moi, sont intéressantes pour, on va dire, l'acculturation au sujet. Mais il faut savoir que c'est des métiers qui ne sont pas si simples que ça, qui demandent un peu d'expérience. Et si on revient sur la partie infra, à ma connaissance, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'infrastructure, pour ceux qui le pratiquent, dans le domaine du BIM est un peu le parent pauvre puisque sans rentrer dans des détails techniques, l'essentiel des informations, si on parle des IFC, sont plutôt orientées bâtiment et donc on a quelques difficultés. Mais c'est effectivement quelque chose qui est fondamental parce qu'il faudra qu'à terme, on ait une vision plutôt macro des projets, notamment avoir une vision, ce qu'on appelle le CIM, City Information Modeling, où on soit en capacité de lier les informations du bâtiment avec celles de l'infrastructure et notamment tout ce qui est réseau enterré, les VRD, etc. Donc pour répondre à la question de mon collègue, à ma connaissance, il n'y en a pas. Néanmoins, si une formation BIM Manager, je dirais plutôt généraliste bâtiment est mise en œuvre, je pense qu'après, il y aura certainement des compléments à avoir métiers liés justement à cette problématique infrastructure. Alors, pour info, il y a un groupe de travail national qui est sur ces sujets de BIM infra qui s'appelle Mind, pour ceux que ça intéresse, et qui est effectivement en train de gérer les IFC Bridge, donc liés aux infrastructures, ou les IFC Rail pour tout ce qui est train, etc. Donc voilà, à ma connaissance, ça n'existe pas. D'accord, merci Julien. Alors, pendant que d'autres questions arriveront peut-être, je vais simplement vous inviter à retourner sur Klaxoon. Je vous remets les consignes de connexion parce qu'on a encore 2 questions à vous poser qui seront… alors, attendez, là, hop, voilà. Les consignes de connexion. Donc, cliquez sur le lien. Alors, encore une fois, ce lien, on l'a remis dans l'onglet discussion de Zoom. Vous avez peut-être déjà noté ce code ASWBPG2, donc reconnectez-vous. On va tout de suite aborder des questions, là, cette fois-ci, ouvertes. Et Inès, si tu peux surveiller parallèlement si d'autres questions arrivent dans le chat. Donc, on va vous poser cette question. Donc, vous arrivez sur
Voilà, vous arrivez là-dessus, quand vous cliquez 2 fois sur valider, continuer, vous arrivez sur des post-it, quelle que soit leur couleur, hein, vous pouvez choisir la couleur, mais surtout pour répondre à cette question. Quelles sont vos principales difficultés aujourd'hui dans l'utilisation du BIM? Une proposition, une idée par post-it, et vous l'envoyez en utilisant le petit avion qui se trouve à cet endroit de votre écran. Voilà, donc j'attends vos réponses. Quelles sont vos principales difficultés aujourd'hui dans l'utilisation du BIM? Je vais réafficher le code à l'écran pour les personnes qui ne l'auraient pas encore noté. Voilà. Et donc, j'ai une idée qui est arrivée déjà. Ici, le manque de moyens. Donc là, on a le manque de moyens qui vient d'arriver. Alors, le manque de moyens, on ne parle pas de ressources humaines, on parle de, voilà, a priori, le BIM, c'est considéré comme un coût important à engendrer pour certains d'entre vous. Interopérabilité de la maquette. Allez-y, hein, ne cherchez pas forcément la formulation parfaite, hein, c'est vraiment l'idée qui compte. Alors, la maturité des acteurs, eh bien, écoutez, c'était vraiment le sujet du jour. Mais alors, vous, personnellement, dans votre entreprise ou dans votre activité, hein, vous êtes une grande majorité à pratiquer le BIM, on l'a vu dans le sondage tout à l'heure. Donc, dans votre activité, dans votre quotidien, votre rapport au BIM, quelles sont vos difficultés, vos doutes, vos freins? Le manque de connaissances de la part de la maîtrise d'ouvrage. Donc, en effet, on l'évoquait avec Gilles tout à l'heure, tous les maîtres d'ouvrage aussi ne sont pas au même niveau, et c'est pas pour dire ils sont en retard ou pas, mais ne sont pas au même niveau d'évolution, en tout cas de maturité, de prise en compte du BIM dans leur marché, dans leur pratique. Ça évolue et finalement, on se rend compte à chaque étape du Rex BIM Tour que toute la filière, tout le marché est en phase d'apprentissage, de montée en compétences, et qu'il n'y a pas de territoire ni d'acteurs exemplaire forcément à tous les niveaux. Donc, quelle formation BIM Management choisir? Ça, c'est plutôt une question qui se pose. Donc, voilà, là, du coup, quelque part, je vous invite peut-être à reprendre contact avec, avec les acteurs qui vont vous dire c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne. Mais bon, voilà, il existe, enfin, vous pouvez retrouver peut-être en retrouvant les noms de nos interlocuteurs du jour ou en contactant vos ou votre organisme de formation. Exprimez clairement les besoins, les finalités. Finalité, j'aime, pour faire un bon usage des données patrimoniales. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. La difficulté à mettre en œuvre, c'est parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça va servir précisément. Quelles sont les attentes bien précises pour chaque métier? On l'a dit, il n'y a pas un BIM universel, mais bien un BIM spécifique à chaque… Oui? Ah, j'entendais quelqu'un. Donc, quelques propositions encore avant qu'on passe à l'idée suivante. Quelles sont vos principales difficultés? Ok, donc bah, écoutez, on va passer à la… Parce que là, il est 16 heures. On va passer à la dernière question. Hop, je clôture cette activité. Et enfin, la dernière question. On vous a demandé de vous exprimer sur quelles étaient vos difficultés. Mais alors, au regard de ces difficultés, quels sont vos besoins, principaux besoins? On a parlé de formation aujourd'hui, mais il n'y a pas forcément que ça. Principaux besoins pour intégrer ou développer le BIM dans votre activité aujourd'hui. Vous êtes une majorité à le faire, à le pratiquer a priori. De quoi avez-vous besoin selon vous demain pour progresser ou développer le BIM? Et si vous n'y êtes pas encore, si vous faites partie des 20% qui nous ont dit ne pas pratiquer le BIM, quels sont vos principaux besoins demain pour intégrer le BIM à votre activité? C'est vous pouvez démarrer, continuer, vous cliquez sur idée et vous pouvez envoyer vos propositions. Soyez très terre à terre très concret dans vos propositions. Voilà, n'hésitez pas, on a une idée. Voilà, des conseils. Alors, je vais juste me permettre d'ajouter ce petit hop. Des conseils. Alors, des conseils, on l'a vu tout à l'heure avec nos différents intervenants. Se faire accompagner, en effet, se faire conseiller dans la définition de son propre besoin, de son propre projet BIM, c'est déjà la base, entre guillemets. N'hésitez pas à commenter, pendant que je parle à nos intervenants, à commenter. Le financement. Ah, ce qui va faire plaisir à Julien, des REX. On manque de retour d'expérience. Écoutez, ravi si on a pu déjà
Et on vous proposera juste après les prochaines dates du Rex Beam Tour avec des retours d'expérience concrets, des retours d'expérience. L'enjeu de connecter la théorie, les principes et les solutions à des sujets réels, à des retours d'expérience. Plus de richesse dans la proposition des formations. En effet, on se l'est dit nous-mêmes, il n'y a pas un besoin spécifique BIM générique, BIM pour tous les acteurs, mais il faut aller vers du sur-mesure. Peut-être que nos chers amis de la formation avec nous aujourd'hui seront amenés demain à entrer un peu plus dans le détail. On a entendu parler sur les étapes précédentes de faire des formations BIM très connectées finalement à chaque cœur de métier dans la filière. Est-ce que demain c'est envisageable? Est-ce que ça se fait déjà? Est-ce que c'est à développer? Acculturer les collègues, les chargés d'opération. Donc, en effet, la transformation digitale en général ne peut se réussir que si l'interne est accompagné, lui-même convaincu et à niveau, en tout cas, de connaissance des enjeux et de la manière de faire. Donc, c'est aussi un sujet de management interne, de transformation interne. Développer la formation à distance. Antoine Château et Frédéric Larive nous disaient tout à l'heure, leur propre offre, leur propre modèle pédagogique, leur propre modèle va évoluer sous l'impulsion de ce qu'on a pu vivre récemment, mais je pense que c'était déjà un peu en mouvement au regard de la digitalisation, du e-learning, du mix présentiel et on a deux nouveaux. Je suis encore sur le PowerPoint, excusez-moi. Je n'ai pas partagé mon écran. Klaxoon, merci de m'avoir prévenu. Donc, ça va peut-être stimuler les réponses davantage. Voilà. En fait, quand vous envoyez une idée, ça arrive directement sur cet écran. En tant qu'industriel, nous avons besoin de retours sur l'utilisation de nos objets systèmes pour nous améliorer. Et oui, une fois les choses installées, une fois les étapes franchies sur une opération, eh bien, le BIM permet justement du feedback, du retour, de l'expérience en termes d'exploitation maintenance et d'usage. Voilà. Donc, n'hésitez pas encore vous verrez vos propositions arriver à l'écran. Et bon, on se donne encore 30 secondes pour voir si d'autres retours arrivent sur vos besoins demain pour clôturer cette table ronde. OK. Bon, je considère que c'est fini. Je vous remercie de votre participation. Julien, un mot peut-être pour conclure cette étape et puis aussi nous donner un petit peu à voir ce qui se passera par la suite. Une conclusion rapide, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la formation est au cœur du sujet dans le domaine du BIM. Je pense que les organismes de formation, l'IPTIC est présente et les OPCO doivent prendre en considération qu'effectivement, les formations doivent être adaptées aux besoins et ceux qu'on a identifiés. Donc, je pense qu'il faut des formations opérationnelles avec des retours d'expérience partagés et qu'on n'ait plus de formation, on va dire, étagère, entre guillemets. Voilà, les enjeux sont là. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est en capacité de faire des formations à distance telles qu'on a fait le webinaire aujourd'hui. Donc, tout est en place. J'ai vu que les questions portaient aussi sur les financements. Atlas nous a apporté la réponse en disant qu'aujourd'hui, il y avait des moyens financiers mis à disposition pour les entreprises. Donc, je dirais, tout est opérationnel, on va dire, pour répondre à ça. Et une fois de plus, il y a aussi la formation sur le terrain qui est importante, la mise en pratique opérationnelle. Il n'y a pas que la formation effectivement à distance qui est importante. Voilà. Gros enjeu. Voilà. Merci Julien. On a évoqué à plusieurs reprises l'importance des retours d'expérience. Donc, c'est ce qu'on vous propose dans la suite du programme du Rex BIM Tour. La prochaine date, le 2 juillet, nous aurons justement un retour d'expérience à partager avec vous, toujours sur Zoom à distance, sur une opération menée en BIM avec l'ouvrage et les intervenants sur l'opération. Le 9 juillet, également, un autre retour d'expérience sur une opération menée en BIM du côté de l'Alsace. Ensuite, nous aurons une reprise, entre guillemets, de notre route en physique, en présentiel, du Rex BIM Tour sur le terrain. Évidemment, la situation a amené Sinov à adapter son processus à distance et ça marche plutôt bien finalement. Ça participe à la transformation aussi de vos services. À partir du 24 septembre, on reprend la route du Rex BIM Tour en commençant par Montpellier. Nous serons en octobre à Nantes. Nous serons en novembre à Bordeaux et nous finirons l'année à Rouen pour 4 étapes physiques du Rex BIM Tour qui vont mixer table ronde et à chaque fois 3 retours d'expérience sur chaque date.
Vous pourrez retrouver tout ça sur le site du RexBeam Tour qui s'appelle www.rexbeamtour.fr. Vous retrouverez les contenus et les témoignages vidéo des étapes précédentes, y compris celles que nous avons eues aujourd'hui. Je vous rappelle que c'était enregistré. Vous retrouverez toutes les dates et les moyens de vous inscrire aux dates du programme, des prochaines dates du programme 2020. Vous retrouverez également, si vous voulez creuser un peu le sujet, des retours d'expérience, le Rex du Rex de 2019, toutes les étapes et tous les enseignements des étapes du RexBeam Tour de 2019 synthétisés dans un vrai, quasiment un manifeste, un livre blanc assez conséquent sur le BIM. Voilà, donc il me reste à remercier nos intervenantes du jour. Gilles Beretta, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci Antoine Château. Merci. À la prochaine, peut-être bientôt. avec le Co-Atlas. Merci Frédéric Larrivé. Merci beaucoup à vous. Merci de vos témoignages et encore merci Julien. À très bientôt. Rendez-vous sur le rexbeam.fr pour les prochaines dates et bonne fin de journée et surtout to beam or not to beam, la question ne se pose plus apparemment. À bientôt.